Salut à tous les amis de la chaîne Smart SVT dans cette vidéo toujours consacrée à la conversion de l'énergie dans le muscle strié squelettique. Et dans cette vidéo, on va discuter les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Donc ça concerne aussi bien les SVT que les PC. Et donc les objectifs de la vidéo seront consacrés aux phénomènes accompagnant la contraction musculaire et qu'on va répartir en trois grands axes. Premièrement, les phénomènes électriques. Deuxièmement, les phénomènes biochimiques ou chimiques si vous voulez. Et enfin, les phénomènes thermiques, tout ce qui concerne la chaleur musculaire. Commençons par les phénomènes électriques d'abord. Dans cette partie, on va découvrir le potentiel d'action et la relation de ce potentiel d'action avec la secousse musculaire. Commençons par ce schéma très simplifié qui montre comment se fait un mouvement volontaire ou une contraction volontaire. Alors, tout commence dans le cerveau, dans une petite zone qu'on appelle l'aire motrice, alors qui va émettre un influx nerveux qui descend le long de la moelle épinière et qui va arriver jusqu'au muscle grâce aux nerfs qui contiennent des fibres nerveuses. Et bien sûr, en réponse à cet influx nerveux, le muscle va se contracter. Et donc la contraction du muscle, c'est une énergie mécanique. En même temps, le muscle va émettre, va dégager une chaleur. Et donc on a là trois types de phénomènes. Un phénomène électrique, l'influx nerveux, phénomène mécanique, la contraction musculaire, et le phénomène thermique, l'émission de chaleur. Alors comment pourrait-on enregistrer les phénomènes électriques, l'influx nerveux au niveau du muscle? Voyons le document suivant. Vous vous rappelez sûrement de ce document qu'on a vu dans une précédente vidéo et qui permet l'enregistrement du myogramme, autrement dit, de la contraction musculaire, du phénomène mécanique. Alors maintenant, on va ajouter un autre appareil, l'oscilloscope. Alors on va relier le muscle par des électrodes à l'oscilloscope qui va nous permettre d'enregistrer le phénomène électrique. Alors voyons ce qu'on peut enregistrer dans l'écran de l'oscilloscope. Alors voyons le potentiel électrique qu'on peut enregistrer. Avant la stimulation, on voit que le potentiel électrique reste constant à une valeur d'à peu près moins 80 mV. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos, c'est-à-dire le potentiel électrique en dehors de toute stimulation. Maintenant, immédiatement après la stimulation, on voit que le potentiel électrique musculaire du muscle, il augmente très rapidement jusqu'à une valeur positive d'à peu près plus 20 mV, puis il revient à sa valeur initiale avec à peu près la même vitesse. Alors cette variation très rapide du potentiel électrique, on l'appelle potentiel d'action. Alors comparons maintenant le potentiel d'action avec la tension musculaire, c'est-à-dire la secousse musculaire ou le phénomène mécanique. Et vous voyez bien que le potentiel d'action, cette variation du potentiel électrique, elle a lieu pendant la phase de latence, c'est-à-dire avant la contraction. Et c'est ce qui a fait dire aux scientifiques que c'est le potentiel d'action qui est responsable de l'apparition de la secousse musculaire. C'est-à-dire c'est le potentiel d'action qui provoque la contraction musculaire. Premier bilan de ce qu'il faut retenir. Avant la secousse musculaire isolée, le potentiel électrique musculaire a une valeur stable d'environ moins 80 mV. Ça pourrait être moins 70, moins 90, donc c'est une moyenne. Ce potentiel électrique, on l'appelle le potentiel de repos. Alors après la stimulation, immédiatement on voit que ce potentiel il passe très rapidement de moins 80 mV à plus 20 mV. On va l'appeler le potentiel d'action.
Alors, une séquence de potentiel d'action, il constitue ce que vous connaissez sous le nom d'influx nerveux. Donc, l'influx nerveux, c'est une suite de potentiels d'action. Alors, le potentiel d'action, on a dit qu'il apparaît pendant la phase de latence, c'est-à-dire avant la phase de contraction. Et donc, c'est lui qui déclenche, c'est le potentiel d'action qui déclenche la contraction musculaire. C'est lui qui est responsable de la contraction musculaire. Bien, passons maintenant au phénomène chimique ou biochimique si vous voulez. On va parler de débit sanguin, des échanges respiratoires et du métabolisme énergétique qui accompagne la contraction musculaire. Alors, comparons un muscle au repos avec un muscle en contraction. Et commençons par le volume de sang. Alors, vous voyez que le volume de sang qui entre dans un muscle au repos, c'est à peu près de 12,220 litres, alors que le muscle en contraction, il va recevoir 56,325 litres. Alors, remarquez que ces chiffres, ces valeurs sont valables pour 1 kg de muscle pendant 1 heure. Donc, pendant 1 heure, 1 kg de muscle au repos va recevoir 12,220 litres. Alors qu'un kg de muscle en contraction va recevoir pendant 1 heure 56,325 litres de sang. C'est-à-dire, le volume de sang a été multiplié par 4,6. Alors pourquoi cette élévation du volume de sang qui arrive au muscle? Alors chacun sait que le sang transporte l'oxygène et les nutriments et en même temps, en contrepartie, il va débarrasser les organes de leurs déchets, par exemple le CO2 et d'autres déchets. Et donc c'est normal que le volume de sang augmente dans un muscle en contraction. Alors ça va nous amener au deuxième paramètre de comparaison. D'oxygène consommé. Alors comparez le volume d'oxygène consommé entre les deux muscles et vous allez constater que le muscle au repos 0,307 alors que le muscle en contraction consomme 5,207, c'est-à-dire il consomme presque 17 fois plus. Un muscle en contraction consomme 17 fois plus d'oxygène qu'un muscle au repos. Alors pourquoi cette élévation? Vous savez très bien que l'oxygène est utilisé comme accepteur final dans la chaîne respiratoire. Donc il va permettre la production de l'ATP. Et donc un muscle en contraction va consommer plus d'oxygène pour produire plus d'ATP. Troisième critère ou bien paramètre de comparaison, c'est le volume de CO2 dégagé. Alors un muscle au repos, il dégage 0,220 litres, alors qu'un muscle en contraction dégage 5,950. C'est-à-dire le muscle en contraction dégage 27 fois plus de CO2. Et quelle est l'origine de CO2? Vous savez très bien que c'est l'oxydation totale du glucose. Et donc ça montre que le muscle en contraction consomme plus ou bien oxyde plus de glucose et donc produit plus de CO2. Et ça va nous amener au paramètre suivant de comparaison. Voir la quantité de glucose consommée. Et donc vous voyez bien que le muscle au repos, il ne consomme que 2,042 alors que le muscle en contraction, il consomme 8,4, c'est-à-dire 4,12 fois plus. Le muscle en contraction consomme 4 fois plus de glucose que le muscle au repos. Et le glucose, on sait que c'est un métabolite énergétique. Il est utilisé comme source d'énergie. Analysons maintenant les résultats de cette étude qui s'est intéressée à l'évolution du volume d'oxygène consommé et de la quantité d'acide lactique produite en fonction de l'effort fourni. Vous constatez que le volume d'oxygène augmente avec l'effort fourni jusqu'à un certain point où il va rester constant, même si les besoins en oxygène continuent d'augmenter. Alors si je prends l'exemple de 60 kJ par minute, un effort de 60 kJ par minute, on a besoin d'environ 34 ou 35 cm3 d'oxygène, alors qu'on ne consomme que 30 à peu près. Et donc le volume d'oxygène consommé est inférieur aux besoins réels en oxygène. Alors dans ce cas,
on va passer à la deuxième courbe qui est l'acide lactique. Alors vous constatez que au départ, la quantité d'acide lactique produite était nulle, était 0. Donc il faut lire bien sûr sur l'axe à droite en vert. Jusqu'à l'effort fourni de 60 kJ par minute, on constate que la quantité d'acide lactique commence son augmentation. Donc apparition de l'acide lactique et augmentation de la quantité produite. Et dans ce cas, on est passé à la fermentation lactique. Et donc on peut subdiviser notre diagramme en deux intervalles. Le premier intervalle en rouge, il illustre le domaine de la respiration cellulaire, alors que l'intervalle en vert, il illustre le domaine de la respiration cellulaire et de la fermentation lactique. Alors attention au piège, ne dites pas que le domaine en vert, il est spécifique à la fermentation uniquement. Il y a la fermentation, mais aussi la respiration. Donc on n'arrête pas de consommer l'oxygène. On respire, mais on fait la fermentation. Le bilan de cette partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, premièrement, la contraction musculaire, elle va être accompagnée de plusieurs modifications physiologiques et biochimiques. Donc, on a mentionné d'abord l'augmentation du débit sanguin, c'est-à-dire le volume de sang qui traverse le muscle. Alors, pourquoi il y a augmentation de ce débit sanguin? C'est pour fournir au muscle l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. Le glucose, les acides aminés, les vitamines et ainsi de suite. Et en même temps, il va le débarrasser des déchets tels que par exemple le CO2. Deuxième point, on a parlé d'une augmentation de la consommation de l'oxygène qui est utilisé dans les oxydations respiratoires comme accepteur final dans la chaîne respiratoire. Et donc dans le but de fournir l'ATP nécessaire à la contraction. Troisième point, on a parlé d'une augmentation de la consommation du glucose. Le glucose qui est le métabolite énergétique par excellence qui va être utilisé comme source d'ATP. L'augmentation du volume du CO2 dégagé, c'est le résultat des oxydations respiratoires, puisque le CO2, il résulte de l'oxydation complète ou bien totale du glucose. Enfin, on a parlé de la production de l'acide lactique. Alors quand l'intensité de l'effort musculaire devient très élevée, le volume de l'oxygène consommé devient insuffisant, bien inférieur aux besoins réels. Et donc il est insuffisant pour fournir l'énergie. Et dans ce cas, le muscle, il fait appel à la fermentation lactique. Il va faire la fermentation lactique pour produire ce qui lui manque en ATP. Et donc on voit d'après tous ces paramètres que le muscle, il peut s'adapter, ou bien il adapte son métabolisme pour répondre aux besoins énergétiques de la contraction, pour fournir l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Troisième et dernier axe, c'est les phénomènes thermiques. Et là, on va découvrir ce qu'on appelle une chaleur initiale, elle-même composée de chaleur de contraction, chaleur de relâchement, et enfin la chaleur retardée. Alors, comment on va d'abord enregistrer cette chaleur musculaire? Voyons la méthode expérimentale. Pour enregistrer la chaleur émise par les muscles, on va utiliser un animal, souvent une grenouille, qu'on va disséquer pour dégager les muscles des membres postérieurs, souvent les muscles gastrocnémiens. Ensuite, on va dégager le nerf sciatique qui est relié à l'un de ces muscles, qu'on va relier à un stimulateur électronique. Donc on aura un muscle excité qui va se contracter et un autre muscle qui restera au repos, c'est-à-dire le témoin. Donc on va implanter dans ces muscles des aiguilles thermoélectriques, souvent formées de cuivre et de nickel. Alors ces aiguilles seront reliées à un oscilloscope qui va nous permettre d'enregistrer la chaleur musculaire. Alors les aiguilles thermoélectriques, comme leur nom l'indique, thermo, température, chaleur, électrique, électricité. Donc ils vont convertir la chaleur musculaire en un signal électrique qu'on va amplifier et enregistrer grâce à l'oscilloscope.
Alors, qu'est-ce qu'on va enregistrer sur l'écran de l'oscilloscope? On va voir, faisons un zoom sur cet écran. On va comparer avec la secousse musculaire, c'est-à-dire le travail mécanique du muscle. Vous voyez qu'on va enregistrer en réalité deux types de chaleur, ce qu'on appelle la chaleur initiale et la chaleur retardée. Alors si je compare chronologiquement, si je compare ces deux chaleurs avec la secousse musculaire, vous voyez que la chaleur initiale, elle est simultanée à la secousse musculaire. Elle est enregistrée en même temps que la secousse musculaire. Alors que la chaleur retardée, comme son nom l'indique également, elle vient après la secousse musculaire. Et donc on a deux types de chaleur initiale, chaleur retardée. Essayez de vous en rappeler. Maintenant, faisons un zoom sur la chaleur initiale. Par quoi est formée la chaleur initiale? Alors toujours en comparaison avec la secousse musculaire, vous voyez qu'on peut enregistrer dans la chaleur initiale deux types de chaleur en réalité. Une chaleur qu'on va appeler chaleur de contraction et une deuxième chaleur qu'on va appeler chaleur de relâchement. Et donc la chaleur initiale elle-même est formée de deux types de chaleur. Chaleur de contraction qui est parallèle à la phase de contraction, chaleur de relâchement qui est parallèle à la phase de relâchement tout simplement. Alors maintenant, enregistrons la chaleur musculaire en absence d'oxygène. Donc on va mettre notre muscle en anaérobiose, en absence d'oxygène, et on va enregistrer la chaleur. Et voyez ce qu'on enregistre dans ce cas. Vous voyez, on a enregistré la chaleur initiale, mais il n'y a pas de chaleur retardée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que la chaleur retardée, elle a besoin d'oxygène. Donc elle est due à des réactions aérobies, c'est-à-dire des réactions de la respiration cellulaire. Alors que la chaleur initiale n'a pas besoin d'oxygène, c'est-à-dire elle est due à des réactions anaérobies, autrement dit, la fermentation. Alors, dernier bilan de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, lors de la contraction, le muscle peut dégager deux principaux types de chaleur. Chaleur initiale qui est dégagée pendant la secousse musculaire suite à des réactions anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène. Cette chaleur initiale, elle est elle-même composée de deux types de chaleur de contraction, chaleur de relâchement. Le deuxième type de chaleur, c'est la chaleur retardée qui vient après la secousse musculaire, mais elle est due à des réactions aérobies qui ont besoin d'oxygène. Alors, si on veut récapituler toute la vidéo, la contraction musculaire elle est accompagnée de plusieurs phénomènes. D'abord, phénomène électrique, ce qu'on avait appelé le potentiel d'action. Alors, les potentiels d'action, c'est un phénomène électrique qui apparaît pendant la phase de latence. Et c'est lui qui va provoquer la contraction musculaire ou la secousse musculaire. Pendant la contraction musculaire, on va observer l'augmentation de la consommation d'oxygène, l'augmentation de la consommation de glucose, augmentation de la production de CO2, d'acide lactique, etc. Alors, le but de la consommation d'oxygène et du glucose, c'est bien sûr avoir de l'ATP, produire l'ATP, et l'ATP, elle va permettre la contraction musculaire. Donc il y a une interaction entre la contraction et les modifications métaboliques ou bien biochimiques. Enfin, la contraction musculaire va entraîner le dégagement de chaleur. Et on a parlé de chaleur initiale et de chaleur retardée. La chaleur initiale contient la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. Donc voilà un aperçu général de toute la vidéo en un seul schéma récapitulatif. On arrive enfin au test. Alors comme toujours, vous pouvez faire pause à la vidéo, réfléchir avant de consulter les réponses.
Alors, premier test, choisir pour chacun des items les deux affirmations correctes. Donc, il y a à chaque fois deux affirmations correctes. Le potentiel d'action apparaît pendant la phase de contraction. Donc, on a dit qu'il apparaît pendant la phase de latence, donc A, c'est faux. Est un signal électrique? Oui, c'est un signal électrique, donc on va cocher. Provoque le relâchement du muscle. C'est même le contraire. On a dit qu'il provoque la contraction. Donc c'est lui qui déclenche la secousse musculaire. Donc on va garder B et D. Deuxième proposition, la chaleur initiale. Petit a est dégagé pendant la phase de contraction. Alors on a dit qu'elle est simultanée à la secousse musculaire, pas uniquement à la contraction. Donc c'est faux. Petit b est dû à des réactions anaérobies. Oui, ça c'est vrai, des réactions anaérobies. Petit c, il suit immédiatement la chaleur retardée. Alors la chaleur retardée, c'est elle qui vient après la chaleur initiale, et non pas l'inverse. Petit d contient la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement, ça c'est correct. Donc on va choisir petit d, donc on va garder également b et d. Deuxième type de test, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Alors, le potentiel d'action, bien un flux nerveux si vous voulez, est un phénomène électrique qui apparaît au début de la phase de contraction. Alors, on a dit qu'il apparaît pendant la phase de latence et non pas le début de la phase de contraction. Donc, faux pendant la phase de latence. Deuxième affirmation, pendant la contraction musculaire, le volume de sang qui traverse le muscle augmente. Oui, tout est vrai dans cette phrase, donc on va choisir vrai. Troisièmement, dans les efforts intenses, le muscle peut faire la fermentation lactique même en présence d'oxygène. Alors là également, tout paraît correct, donc on va choisir vrai. Quatrième et dernière affirmation, la chaleur retardée est dégagée après la phase de relâchement suite à des réactions anaérobies. Après la phase de relâchement, oui, mais suite à des réactions aérobies et non pas anaérobies. Donc c'est faux. Dernier test, complétez les 5 affirmations ci-dessous par le terme convenable. La première affirmation, le potentiel d'action apparaît pendant la phase de, donc à vous de choisir le terme convenable. Donc, vous pouvez faire pause à la vidéo, réfléchir avant de consulter les réponses. Alors, pour la première, le potentiel d'action apparaît pendant la phase, on vient de le dire, de latence. Deuxièmement, la chaleur retardée apparaît après la phase de relâchement. La troisième, la chaleur initiale apparaît suite à des réactions. On a dit que la chaleur initiale n'a pas besoin d'oxygène, donc anaérobie. Quatrièmement, la chaleur initiale apparaît pendant la secousse musculaire. Et enfin, cinquièmement, la chaleur retardée apparaît suite à des réactions. Donc, le terme qui reste, c'est aérobie, bien sûr. Voilà, si vous avez trouvé la vidéo utile, partagez-la avec vos amis pour que la plupart puissent en profiter. Et on se verra à la prochaine vidéo.